parlera des patrons par dépliement, qui est la partie principale de ma thèse. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est un dépliement ou un patron, c'est la même chose. Et je vais vous expliquer les connaissances qu'on a dessus actuellement. Et ensuite, je vous présenterai les différents algorithmes que j'ai proposés pendant ma thèse. Donc, un algorithme pour déplier les tours de Manhattan à base H complexe, 2 algorithmes sur des classes de polycubes de Menger et un algorithme pour les éponges de Menger. Donc, dans un premier temps, pour vous expliquer comment on en est venu à l'idée de déplier des objets. Donc, Aurélie Noyer est une artiste de Poitiers qui travaille sur des représentations voxelisées du monde. Donc, elle fait des objets sous forme d'assemblage de cubes. Et un de ses axes de travail, c'est de représenter un même objet sous différents aspects. Donc ici, on a un exemple de stéréomicroscope dont vous avez donc une représentation digitale en haut là-bas, une structure à partir de grillage ici, et on a son patron, donc son dépliement, au milieu. Alors, pour revenir sur ce qu'on appelle un dépliement, il faut que ce soit une représentation planaire de la surface de l'objet, que cette surface reste connectée en une seule partie, et qu'on n'ait pas 2 faces de la surface qui viennent se chevaucher. Et donc, quand Aurélie a cherché à faire ces dépliements, le problème qu'elle a rencontré, c'est qu'un dépliement avec autant de faces, très rapidement, quand on essaye de le faire, on trouve d'abord des cas qui ne fonctionnent pas, donc des faces qui se chevauchent, et c'est plus difficile d'obtenir un patron correct. Donc nous, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est de trouver un algorithme qui lui permettrait de trouver automatiquement les patrons de ces objets. Le premier problème qu'on a eu quand on s'est penché sur cette question, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains objets qui n'étaient tout simplement pas dépliables sous certaines conditions. Donc ici, par exemple, on a une petite boîte sur une grosse boîte, et on va voir que quand on découpe que sur les arêtes, donc quand on garde les faces entières, on n'est pas capable de déplier cet objet. Je commence par vous montrer donc, le patron de la grosse boîte et le patron de la petite boîte. En fait, les seules arêtes qui sont communes à ces 2 patrons, ce sont les arêtes qui se trouvent à l'intérieur du trou de la face de la grosse boîte. Et donc, c'est évident que les 5 faces du patron de la petite boîte ne peuvent pas tenir dans cette partie-là sans se chevaucher avec d'autres faces. Donc, cet objet-là n'est pas dépliable quand on garde les faces entières. Donc, l'exemple que je viens de vous montrer, c'était un dépliement par arête. Donc, ça veut dire qu'on a le droit de découper que sur les arêtes et on garde toutes les faces entières. Mais comme avec ces conditions-là, tous les objets ne sont pas dépliables, il y a d'autres approches qui ont été proposées. Par exemple, le dépliement par grille, où en fait on va venir redécouper toutes les faces sous forme de carré ou de rectangle. Et on a le droit de découper sur toutes les nouvelles arêtes créées comme ça. Ou dans notre cas, quand on travaille sur des polycubes, donc des assemblages de cubes, ça veut dire qu'on a le droit de découper sur n'importe quelle arête d'une face carrée. Et enfin, ce dépliement par grille peut ensuite être raffiné, ça veut dire qu'on va avoir le droit de venir redécouper en face encore plus petite, rajouter des arêtes à l'intérieur des faces déjà existantes. Mais nous, on s'intéresse toujours uniquement au dépliement sans raffinement. Donc ce dépliement par grille, en fait, il va venir apporter de nouvelles arêtes. Et on a le droit de découper sur ces nouvelles arêtes. Et donc découper sur ces nouvelles arêtes, ça nous donne de nouvelles possibilités. Par exemple, ici, ça nous permet de séparer en 2 le patron de la grande boîte pour ensuite venir insérer le patron de la petite boîte qui vient se placer entre les 2 morceaux et vient faire le lien. Comme ça, on n'a plus de chevauchement, mais on a toujours un patron connecté en une seule partie.
Donc maintenant, avec ces nouvelles possibilités, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça nous permet de déplier n'importe quel objet, n'importe quelle polycube? Alors, actuellement, on n'a pas de réponse à cette question-là. On n'a jamais trouvé de polycube qu'on ne soit pas capable de déplier. Par contre, on n'a pas de preuve qu'on peut tous les déplier. Et le principal axe de travail sur cette question, en fait, c'est de proposer des algorithmes de dépliement de certaines classes d'objets. Notamment, ce qui a été particulièrement étudié, ce sont les polyèdres orthogonaux, mais les algorithmes fonctionnent aussi pour des polycubes que nous étudions. Et donc, dans un premier temps, les premiers algorithmes qui ont été proposés dépliaient quelques classes de polyèdres orthogonaux de genre nul, donc sans trou. Et tous ces algorithmes présentaient soit aucun raffinement, soit un raffinement constant. Donc, par exemple, il y a certains algorithmes qui demandent de recouper les faces 4 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre sens. Ensuite, il y a un algorithme particulièrement intéressant parce que celui-là, il ne s'arrête pas à une sous-classe des polyèdres orthogonaux, mais il est capable de déplier tous les polyèdres de genre orthogonaux de genre inférieur ou égal à 2, donc avec au maximum 2 trous. Le problème de cet algorithme, c'est qu'il demande un raffinement qui est potentiellement élevé. En fait, on va devoir recouper dans les faces un nombre de fois qui va dépendre de la complexité de la structure de l'objet. Et enfin, beaucoup plus récemment, on a commencé il y a des algorithmes pour des classes de polyèdres orthogonaux de genre plus élevé qui ont commencé à apparaître. Mais dans tous les cas non triviaux, ça demande, jusqu'à maintenant, ça demandait un raffinement de 1 par 2, donc au moins recouper certaines faces par 2. Donc, pour résumer un petit peu, les questions principales qu'on se pose, c'est quand on a un objet, est-ce que cet objet possède un patron? Comment on fait pour savoir s'il a un patron? Et s'il a un patron, est-ce qu'on a un algorithme pour déplier cet objet en particulier? Et est-ce qu'on peut trouver un algorithme qui permettrait de déplier n'importe quel objet? Donc nous, on s'est intéressé à ces questions, encore une fois, en s'attaquant à des sous-classes, des exemples. Et le premier objet pour lequel on a développé un algorithme, ce sont les tours de Manhattan à base H complexe. Donc, les tours de Manhattan, c'est des objets qui sont formés par une base, donc on peut représenter par une matrice comme ceci. Et en fait, sur chacun des emplacements de cette base, on va venir poser un nombre de cubes égal au nombre représenté sur la matrice qui représente donc la hauteur de la tour. Et donc l'objet forme au final un ensemble de tours connectées. Donc pour déplier cet objet, il existe déjà un algorithme, mais qui nécessite un raffinement en 4 par 5, donc de découper les faces 4 fois dans un sens et 5 fois dans un autre sens. Ensuite, il y a une sous-classe des tours de Manhattan qui sont les orthothérains. Donc ici, on va avoir une base rectangulaire et toutes les tours de la base doivent être occupées. Et dans ce cas-là, on a un algorithme qui va déplier sans raffinement. Bon, je vais vous montrer un exemple ici. Et donc, pour résumer très rapidement l'algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il déplie la base d'un côté, ici, le point carré, et de l'autre côté, en fait, il va venir déplier les faces supérieures ainsi que les faces latérales des tours sous forme de bandes horizontales.
et il va venir placer les faces avant et arrière de chacune des tours entre ces bandes horizontales. Et ça va donc venir relier les différentes bandes. Donc le problème de cet algorithme, c'est qu'à partir du moment où il y a certaines tours qui sont manquantes, on n'a plus la garantie qu'il n'y aura pas de chevauchement et donc l'algorithme n'est plus correct. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié cet algorithme pour prendre en compte une classe de tours de Manhattan un petit peu plus large, à savoir donc les tours de Manhattan à base H convexe. H convexe, ce que ça veut dire, c'est que donc on a des lignes de tours dans notre objet, et à chaque fois, on a le droit d'avoir des tours entrantes à l'extérieur des lignes, mais jamais à l'intérieur. Et donc, pour vous donner un aperçu de l'algorithme avant de le détailler, nous, on ne garde plus la base séparément, on la déplie plus séparément, ce qui va nous permettre, en fait, nous, nos bandes, donc ça va venir faire, ici par exemple, donc les bandes en bleu et en violet, elles vont venir faire le tour complet d'une ligne de tour et aussi les faces qui sont en dessous. Et ça va nous permettre donc de la découper à des endroits différents et résoudre les problèmes de chevauchement qu'avait l'algorithme. Et donc on retrouve toujours par contre la structure en bandes horizontales qui sont ensuite qui servent de base et qui sont reliées par les faces avant et arrière. Et donc le fonctionnement de notre algorithme, en fait, il faut à chaque fois observer les lignes de tour deux par deux pour différencier deux cas. Donc, le premier cas, ça va être quand une ligne de tour englobe l'autre. Donc là, par exemple, on a la plus petite devant qui est englobée par la plus grande derrière ou le contraire. Ou alors quand on a une ligne de tour qui dépasse de chaque côté par rapport à l'autre. Voilà, ces deux cas-là, on va les traiter différemment. Donc, dans le premier cas, quand on a une ligne qui englobe l'autre, on va traiter sur cet exemple. Il va falloir qu'on place donc toutes les faces à placer pour déplier cet exemple. Ça va être la bande bleue, donc qui vient faire tout le tour des tours arrière, la bande violette qui vient faire tout le tour de la tour avant, et les Y faces, donc qui sont les faces avant et arrière, qu'on va bien retrouver en rouge ici ou en jaune sur la rouge ici ou en jaune sur la. Donc la première chose à faire, ça va être de placer une des deux bandes. Et ici, celle qu'il faut choisir, c'est la bande qui correspond à la ligne la plus longue. Donc pour nous, c'est la ligne en bleu. C'est la bande bleue. Et donc sur cette première bande, on va venir rattacher les différentes Y faces. Donc pour que les différentes Y faces ne puissent pas se chevaucher entre elles, on les rattache différemment selon la façon dont elles sont placées par rapport aux deux lignes. Donc, dans un premier temps, on a les faces centrales qui sont vraiment entre les deux lignes. On va venir attacher verticalement, donc ici par la règle du bas. Donc, on vient les rattacher à la bande bleue. Et ensuite, les faces extérieures, donc qui n'appartiennent qu'à une seule des deux lignes, elles, on va venir les rattacher sur l'extérieur. Ça nous permet à chaque fois en fait, de faire des bandes, des segments de Y face et de s'assurer qu'elles se chevauchent pas. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à placer donc, la deuxième bande, la bande violette, qui va venir se rattacher au segment de Y face le plus long, afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de chevauchement. Donc voilà, ça nous permet de déplier le premier cas. Et dans le deuxième cas, donc quand on a une ligne qui dépasse d'un côté par rapport à l'autre, donc on a toujours les deux bandes à placer et les Y faces. Ici, on commence par la bande bleue, mais dans ce cas-là, le choix de la première bande n'a pas d'importance. Ensuite, on vient rattacher les Y faces. Donc,
Pour celles qui sont en contact direct avec la bande bleue, on vient, on vient les placer. Donc, comme tout à l'heure, on les rattache soit verticalement pour les faces centrales, soit sur l'extérieur pour les faces extérieures. Et donc, pour les faces restantes, au lieu de venir créer des segments ici, comme il n'y a qu'une seule face qui est rattachée à la bande bleue, on va venir rattacher tout l'ensemble de faces en une seule partie à la bande bleue. Et donc, ce dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui est très important dans ce cas, c'est l'endroit où on a découpé la bande bleue. Donc ici, on voit qu'on l'a découpé ici, juste au-dessus de l'arête en commune avec les faces jaunes. Et en fait, si on l'avait découpé ailleurs, comme c'est le cas sur cet exemple, on pourrait avoir d'autres Y-faces qui viennent se rajouter à cet endroit et avoir donc un chevauchement entre les différentes Y-faces. Donc, il faut bien découper la première bande juste à l'extrémité de son contact avec les faces, les Y-faces qui n'appartiennent pas à sa ligne de tout. Et donc, en revenant à l'exemple correct, il nous reste la bande violette à placer, qu'on vient encore une fois placer sur le segment de Y-face le plus long, ici en jaune. Donc, en combinant ces deux cas pour les différents coups de lignes, on obtient le patron complet de notre objet. Et donc, en conclusion, on s'est appuyé sur un algorithme déjà existant pour les orthoterrains et on l'a modifié de façon à pouvoir déplier sans raffinement les tours de Manhattan à base horizontalement convexe. Et donc, l'objet qu'on a déplié ici, il était de genre 0, il ne possédait pas de trou. Et comme on l'a vu dans la bibliographie, les objets de genre plus élevé ont été peu étudiés jusqu'à présent, donc nous, on s'est intéressé aux objets de genre plus élevé. Et donc, pour cela, on a commencé par étudier les polycubes de Minecraft. Donc, quand on parle d'un genre élevé, on fait référence à un genre supérieur à 2, donc avec plus de 2 trous. Parce que le genre 2 est un peu spécial, et je vais vous montrer ça donc, avec l'algorithme de Damian, qui permet de déplier n'importe quel polyèdre orthogonal de genre inférieur ou égal à 2. Mais donc ça, c'est avec beaucoup de raffinement. Donc, pour vous montrer rapidement ce que donne cet algorithme, ici, le patron, il ressemblerait plus ou moins à ça. Donc là, ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'en gris foncé, on a ce qu'on va appeler le squelette du patron. Et le squelette du patron, ce qu'il fait, c'est qu'il vient s'enrouler sur l'objet pour déplier toutes les faces. Bien sûr, on peut imaginer qu'on a un objet beaucoup plus compliqué avec des parties qui dépassent dans tous les sens, et à ce moment-là, le squelette serait beaucoup plus long et viendrait s'enrouler de façon plus compliquée aussi. Mais là, ce qui est important de voir, en fait, c'est qu'il y a une extrémité de notre squelette qui se place ici dans un trou, et l'autre extrémité du squelette, elle vient se placer ici dans l'autre trou. Donc la façon dont il gère les trous, c'est en y plaçant les extrémités. Mais il faut aussi savoir que le fait qu'on a un squelette linéaire, c'est ce qui va nous permettre de prouver qu'il n'y aura pas de chevauchement pendant le dépliement. Et donc, bien sûr, si on a des faces qui se chevauchent, le patron n'est pas correct. Donc, comme on veut un patron linéaire, donc avec seulement 2 extrémités, cette technique-là ne nous permettra pas de déplier un objet qui a plus que 2 trous.
Donc pour les cas d'algorithmes sur des objets possédant plus de 2 trous, ce qu'on remarque, c'est que à chaque fois, on va avoir un raffinement de 1 par 2. Et la raison, c'est que la plupart du temps, dans ces algorithmes, la technique qu'ils utilisent, c'est de repasser 2 fois dans le même trou. Comme ça, enfin, ils font le chemin pour rentrer et ensuite le chemin pour ressortir et se retrouver au même endroit. Dans tous les cas, ça oblige à découper une face en deux. Donc nous, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que à chaque fois qu'on a un objet de genre élevé, on va avoir besoin d'un raffinement par 2 pour le déplier? Donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est intéressé au polycube de Menger, qui, comme vous pouvez voir, possède de nombreux trous. Et pour vous montrer un petit peu la structure interne, voilà, on trouve à l'intérieur de ces objets des assemblages de croix à 6 branches. Et un des points intéressants des croix à 6 branches, c'est qu'elles présentent, donc ici, je surligne en vert, des sommets de degré 6, donc ce sont des sommets de degré élevé. Et on sait que le genre d'un objet est lié à sa proportion de sommets de degré élevé. Et en plus, un point intéressant sur les sommets de degré élevé, 5 ou 6, c'est que si on les prend de façon isolée, on ne sera pas capable de les déplier, en fait. Donc ici, je prends un exemple avec un sommet de degré 6, où on va pouvoir venir poser les 4 premières faces. On vient déplier les 4 premières faces, et quand on veut rajouter la face numéro 5, eh bien, forcément se poser ici sur la face numéro 1, ce qui, bien entendu, n'est pas autorisé. Donc nous, ces structures, donc c'est les sommets de degré 6, on vient les trouver dans les croix à 6 branches, qui se trouvent donc à l'intérieur des polycubes de Menger. Alors, même si les sommets ne sont pas dépliables de façon isolée, en fait, on va pouvoir, quand on a une croix entière, on va pouvoir la déplier. Donc, on a trouvé ici un patron qui est donc, on déplie les différentes branches, les déroulant les unes après les autres, et on se retrouve avec une alternance sur 2 lignes, donc d'une branche en bas, une branche, etc. Voilà, et alors ici c'est un exemple de dépliement d'une croix, mais en fait il en existe un grand nombre qui vont toujours venir se présenter sous la forme d'une alternance de branches sur 2 lignes. Donc si on veut regarder où notre sommet de degré 6 se trouve sur le patron, en fait, ce qui s'est passé pour le déplier, c'est que, comme on ne pouvait pas le déplier en une seule fois, on l'a découpé en 2. Donc, d'un côté, ici, on a les faces blanches et les faces rouges qui sont donc autour d'une portion du sommet, et les 2 faces bleues qui forment une autre partie du même sommet. Donc, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est donc déplier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par déplier l'intérieur de ces différents objets. Et la première chose à laquelle on s'est attaqué, c'est déplier une ligne de croix. Donc, voilà ici les 2 patrons de 2 croix séparées. Et dans des polycubes de Menger, quand on a 2 croix côte à côte, ces 2 croix vont venir partager une branche. Et ce que j'ai oublié de vous montrer sur le patron précédent, c'est que donc, notre patron il commence par la branche blanche et il finit par la branche jaune, et ces 2 branches sont opposées sur la croix. Ce que ça va nous permettre de faire, en fait, c'est que donc la dernière branche du patron vert, ça correspond à la branche arrière de la croix verte, alors que la première branche du patron bleu, ça correspond à la branche avant de la croix bleue. Et ça veut donc dire qu'on peut tout simplement fusionner les 2 patrons pour obtenir le patron correspondant à la fusion des 2 croix.
et qu'ensuite, on peut répéter cette opération autant de fois qu'on veut pour obtenir une ligne aussi longue qu'on veut. Donc voilà, ici je vous donne un autre exemple de patron où on va appeler ça une brique qui vient déplier, qui peut donc s'aligner pour déplier une ligne de croix. Mais ensuite, on a des briques différentes qui, au lieu de finir par la branche arrière, vont finir par exemple ici par la branche de gauche. Et donc si on venait intercaler une brique de ce type-là au milieu de plusieurs briques qui vont vers l'arrière, ça ferait qu'à un moment, notre suite de croix tournerait à gauche. De la même façon, on va avoir des briques qui nous permettent de finir par la branche de droite, la branche du haut ou la branche du bas. Donc avec ça, ça veut dire qu'on est capable de tourner notre chemin de croix dans n'importe quelle direction. Et c'est ce qu'on a utilisé pour déplier les tubes de Menger. Donc les tubes de Menger, ce sont tout simplement des unités de Menger qui viennent se fusionner selon un parcours, un chemin. Et donc, ici, on voit l'ensemble des faces et ici les faces intérieures. Ce qu'on a fait dans notre algorithme, c'est que d'un côté, on a déplié les faces extérieures selon l'algorithme de Biddle qui dépliait déjà les orthotubes qui représentent à peu près l'extérieur de notre objet. Et de l'autre côté, donc, on a utilisé nos assemblages de briques pour à chaque fois faire tourner notre réseau de croix dans les bonnes directions. Le problème, c'est que quand on regarde l'objet comme ça, on a accès à la position d'une croix par rapport à la précédente de façon absolue, mais ça ne nous dit pas dans quel sens il faut tourner. En gros, c'est comme quand vous êtes dans une voiture et que vous regardez une carte. Et on va dire que sur la carte, vous voulez aller vers l'est. Donc si vous, votre voiture est dirige actuellement vers le nord, l'est sur la carte, il est à droite, et vous, il faut que vous tourniez à droite avec votre voiture. Mais si en fait votre voiture est dirige vers le sud, bah, même si l'est est à droite sur la carte, vous, il faut que vous tourniez à gauche. Ici, on a exactement le même problème pour choisir nos briques, sauf qu'en plus, on rajoute le haut et le bas, et donc avec 6 directions, ça devient vite très compliqué pour savoir quelle croix il faut réellement utiliser, quelle brique il faut réellement utiliser. Donc, pour pouvoir savoir de quelle brique on va avoir besoin, on a proposé un automate qui est absolument illisible ici. C'est juste pour vous montrer un peu qu'il est quand même relativement complexe. Mais je vais vous expliquer donc, son fonctionnement sur un exemple. Donc voilà. Ici, on a les croix qu'on veut déplier. Donc ces croix correspondent aux directions B, U, L, U, puisque donc, la croix bleue est à l'arrière de la croix rouge, B pour back. La croix verte est au-dessus de la croix bleue, donc on a U pour up. La croix blanche est à gauche de la croix verte, L pour left, et la croix jaune au-dessus, on retrouve à nouveau à U. Donc à chaque fois qu'on veut déplier une suite de croix de cette façon, on peut déjà poser la première brique. Ici, on utilise une brique pour aller vers l'arrière, mais la première brique n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, on commence toujours dans l'étape BU, ça veut tout simplement dire que donc B pour back, la branche arrière de la première croix, c'est bien sa branche arrière, et sa branche plus haut, c'est bien sa branche plus haut. Et donc, actuellement, on cherche la brique qui va venir déplier la croix bleue. Et la croix suivante, ce sera la croix verte, se trouve au-dessus. Comme ça, elle se trouve au-dessus, ça veut dire qu'on va vouloir atteindre un état qui commence par un U pour up. Et donc, depuis l'état BU, on peut prendre la transition N pour atteindre l'état UF dans notre algorithme. La transition N, ça veut dire qu'on va utiliser une brique qui
qui va vers le haut. Et donc, on peut venir la fusionner à la brique déjà existante, au patron déjà existant. Donc, à partir de là, on est dans l'état UF, et ensuite, on peut aller sur la croix blanche qui est à gauche, donc dans un état qui commence par L pour left. Quand on regarde sur l'automate, depuis l'état UF, on peut prendre la transition W vers l'état LF. Donc, la transition W, ça veut dire qu'on utilise une brique qui tourne vers la gauche, qu'on peut venir rajouter sur notre patron. Et ensuite, donc on veut atteindre la croix jaune qui se trouve au-dessus, donc on veut atteindre un état dont la première lettre est U. Et ici, on va pouvoir prendre donc la transition E vers l'état UF. Et donc cette fois, même si on voulait aller vers le haut, on se retrouve à utiliser une brique qui finit par une branche droite. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a tourné vers le haut ici, le haut de nos croix s'est retrouvé vers l'avant. Donc il faut bien tourner à droite pour faire ça. Et si vous n'avez pas compris mes explications, c'est de toute façon ce que dit l'automate. C'est correct. Voilà, et enfin il nous reste à déplier la croix jaune, mais la croix jaune, comme il n'y a pas d'autres croix après, sa dernière branche n'a pas d'importance, donc on la déplie tout simplement par une brique qui va vers l'arrière. Donc voilà, à l'aide de cet automate, on arrive à déplier nos tubes de Menger, et ce sans aucun raffinement. Donc après, on a voulu s'attaquer à un objet avec un genre encore plus élevé, donc les parallélépipèdes de Menger. Donc ici, notre réseau de croix, en fait, à l'intérieur, il va être plus dense, donc on va avoir un nombre de trous plus important. Donc, pour un premier aperçu de l'algorithme, encore une fois, on déplie les faces extérieures d'un côté et les faces extérieures d'un autre côté, en dépliant donc chacun des plombs séparément. Et donc, pour vous expliquer, nous, on sait déjà déplier les lignes. Donc, je vais vous montrer, pour commencer, comment on déplie un plan. Et donc, quand on veut déplier un plan, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une ligne complète, comme on a déjà déplié jusqu'à maintenant. Mais ensuite, on va avoir deux lignes partielles auxquelles il va manquer des branches sur le côté. Parce que, en fait, quand on a deux lignes côte à côte, donc il y a des branches qui théoriquement sont communes aux deux lignes, mais quand on vient les déplier, il y a bien une ligne qui est dépliée avant l'autre. Et une fois que les branches ont été dépliées avec la première ligne, on n'a pas le droit de déplier les mêmes faces une deuxième fois avec la deuxième ligne. Donc, pour déplier ces lignes avec des branches manquantes, il nous faut un patron un petit peu différent de celui qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais qui reste sur le même modèle, donc avec une alternance de branches. Simplement, au lieu d'avoir les 6 branches, on n'en a plus que 5. Et donc, ici, on a la première branche en orange du patron et la dernière branche du haut du patron qui est rouge, qui sont donc les deux branches opposées sur la croix. Et ça va encore une fois nous permettre, quand on prend deux croix, on va pouvoir venir fusionner les branches rouges et oranges pour déplier une ligne de croix. Et encore une fois, on peut répéter l'opération pour obtenir une ligne plus longue. Donc maintenant, on sait déplier nos lignes. Ici, on déplie la ligne verte, on déplie la ligne bleue. Le problème, c'est qu'avec nos patrons, actuellement, nos deux patrons ne sont pas connectés. Et donc, ça aurait été possible d'utiliser des briques qui tournent pour venir connecter les différentes lignes.
Le problème, c'est que à partir du moment où on a certaines faces qui manquent certaines branches qui manquent dans nos croix, toutes les configurations ne sont pas disponibles. On ne va pas, par exemple, sur une configuration, sur une croix à 4 branches ou 5 branches, on ne va pas toujours pouvoir finir par la branche du bas. Donc, comme on a certaines... Ouais. Au final, c'est possible de déplier avec des branches micro, mais nous, on présente une solution qui est plus simple à comprendre et à expliquer. C'est qu'en fait, on va venir relier cette branche avec celle-ci par une face de l'extérieur de l'objet, en fait, qui vient donc se placer ici sur les patrons. Et ensuite, on peut déplier la dernière ligne de la même façon en la reliant avec une face extérieure. Ensuite, on va vouloir déplier le volume complet. Donc ici, c'est exactement la même chose. Un volume, c'est un plan complet plus des plans partiels. Donc ici, on voit qu'il manque les branches du coup. Et donc, ça va nous amener encore à des briques un petit peu différentes où on n'aura que 4 branches. Je ne rentre pas dans les détails. On les déplie en gros de la même façon. Donc, une fois qu'on a déplié les différents plans, on les relie comme pour les lignes en utilisant des faces extérieures qu'on voit ici en jaune. Donc maintenant qu'on est complètement capable de déplier l'intérieur d'un de ces objets, on va devoir déplier les faces extérieures. C'est grosso modo un cube, on peut tout simplement utiliser un patron cube. Simplement, quand donc nous on veut un patron en un seul morceau, et quand on va vouloir venir connecter le patron des faces intérieures au patron des faces extérieures, le problème c'est que toutes les arêtes en commun, elles se trouvent donc dans les petits trous des faces extérieures, et par exemple ici. Et donc c'est évident que si on essaye de venir rattacher le patron des faces intérieures à cet endroit-là, on aura des chevauchements. Donc à la place, comme on est en dépliement par grille, ce qu'on a le droit de faire, c'est de déplacer une petite face et de venir la placer en haut comme ça, et comme ça on peut y attacher le patron des faces intérieures. Donc ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé 2 algorithmes qui permettent de déplier donc, les tubes de Menger et les parallélépipèdes de Menger, donc 2 classes avec un genre élevé, et dans les 2 cas, on a réussi à trouver un dépliement sans raffinement. Donc à chaque fois, ce qu'on a fait pour trouver notre dépliement, c'est qu'on a trouvé un parcours de la structure interne de notre objet qui est linéaire, et ça nous a donc aidé à trouver un patron qui soit lui-même linéaire pour prouver l'absence de chevauchement. Et donc, comme les objets que j'ai présentés ici sont basés sur les éponges de Menger de niveau 1, la question qu'on m'a posée le plus souvent quand j'ai présenté ces résultats, c'est est-ce que c'est aussi possible de déplier des éponges de Menger d'un niveau supérieur? Donc ici, par exemple, avec une éponge de Menger de niveau 3. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de plus difficile, parce que, comme je l'ai dit, avant, on s'appuyait sur un parcours linéaire de la structure interne de notre objet. Et dans une éponge de Menger, on ne va pas pouvoir parcourir chaque fois exactement une fois. La structure de l'objet fait que ce n'est pas possible. Et donc, ce qu'on a fait pour trouver une solution, c'est qu'on s'est autorisé à diviser certaines branches des briques pour pouvoir intercaler les patrons des croix adjacentes et ainsi rendre possible un parcours récursif, un parcours en profondeur de notre objet. Donc, pour vous montrer un peu mieux la structure interne d'une éponge de Menger, on va avoir donc cette fois 2 niveaux de croix
avec donc ici au milieu en vert, vous avez une grande croix comme ici, vous avez des faces de niveau 2, donc des faces avec des trous. Et autour de cette croix, tout un réseau de croix de niveau 1, qui sont donc des croix comme on a traité jusqu'à maintenant, sauf que maintenant, quand on a deux croix côte à côte, elles ne partagent pas leurs branches, elles ont bien deux branches séparées. Et donc, si on avait une éponge de Menger de niveau 3, on aurait ensuite des croix encore plus petites qui viendraient entourer toutes les croix. Donc, pour déplier une croix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une brique un petit peu différente de celle que je vous ai montrée, mais toujours sur la même idée des deux lignes avec les branches alternées. Et on l'a un petit peu modifié, en fait. On a exploité le fait que la première branche, la première face de notre patron, elle est connectée sur la croix à la dernière branche du patron, à la dernière face du patron, pardon. Et donc, ça nous permet de découper la première branche en deux pour pouvoir venir la recoller à la fin de notre brique. Et ça, ce que ça va nous permettre de faire, en fait, c'est ensuite de venir découper au milieu de n'importe quelle branche. On sépare le patron en deux et on y insère le patron de la croix adjacente. Comme ça, par exemple, ici, on a découpé au milieu de la branche arrière. On a racolé le début du patron de la croix verte à la première moitié de la branche arrière. On déplie toute la croix verte. Et comme on finit par la même branche que ce qu'on commence pour la deuxième croix, on peut ensuite reprendre le patron de la croix bleue là où on l'avait arrêté. Et ensuite, on peut à nouveau découper n'importe laquelle des branches restantes pour pouvoir y insérer un nouveau patron de croix. Donc cette technique, ce que ça nous permet de faire, c'est de déplier n'importe quel réseau de croix, notamment le réseau de croix de niveau 1 qu'on trouve ici dans un Menger 2, ou dans n'importe quel Menger de niveau plus élevé. De plus, cette technique est aussi utilisable pour les croix de niveau supérieur. Ici, on a une croix de niveau 2 et le patron correspondant qui est donc le même que précédemment. Ça fonctionnerait bien entendu avec des croix de niveau 3, etc. Donc maintenant qu'on est capable de relier un réseau de croix de n'importe quel niveau, on a toujours le problème que nos patrons ne sont pas sont séparés, ils ne sont pas connectés. Et encore une fois, on se retrouve avec les arêtes communes entre deux niveaux qui se trouvent uniquement à l'intérieur des trous du niveau supérieur. Donc une fois encore, on va exploiter le fait qu'on fait du dépliement par grille pour déplacer une face et venir rattacher les deux niveaux. De cette façon, on est capable de déplier tous les niveaux de croix d'une éponge de Menger et donc on peut tous les déplier, on peut tous les attacher ensemble. Et pour les faces extérieures, c'est tout simplement un dépliement de cube. Donc en conclusion, on a une fois encore un algorithme déterministe et sans raffinement pour un objet de genre élevé. Et donc cette fois, au lieu de s'appuyer sur un parcours linéaire de notre structure, on a fait donc un parcours en profondeur en s'appuyant sur la structure récursive de l'objet. Et ce résultat peut être étendu à n'importe quel assemblage d'éponges dont on saurait déjà déplier l'extérieur. Donc, en bilan, pendant ma thèse, j'ai proposé 4 algorithmes pour déplier 4 types d'objets différents, donc les tours de Manhattan à base H convexe, les tubes de Menger, les parallélépipèdes de Menger et les éponges de Menger. La plupart de ces objets possèdent un genre élevé et tous ces algorithmes sont sans raffinement.
Donc par là, on a montré que un genre élevé en soi, c'est pas un problème en soi quand on veut déplier un objet sans raffinement. Et donc, à part ça, que je n'ai pas présenté, j'ai aussi travaillé sur un algorithme de discrétisation des surfaces de révolution. Alors, pour parler rapidement des perspectives autour du dépliement. Donc, au départ, on parlait entre autres d'avoir un algorithme qui permettrait de déplier n'importe quel objet. On a vu que dans la bibliographie, jusqu'à maintenant, le seul algorithme qui se rapproche de faire ça, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt la surface de l'objet, mais il a besoin d'un raffinement très élevé. Et donc, nous, on pense que s'il y a une méthode qui a une chance d'arriver à déplier tous les objets, ce serait peut-être en ayant un très grand nombre de configurations de quelques faces, peut-être 5 ou 10 faces, qui viendraient paver, en combinant ces différentes configurations, on viendrait paver la surface de n'importe quel objet. Et après, on aurait choisi donc que des configurations qui, après, peuvent s'assembler sur le plan de façon à obtenir un dépliement linéaire. Et donc, l'autre question importante sur le sujet, c'est est-ce que tous les objets possèdent un patron? Je rappelle qu'actuellement, ça, on ne sait pas. Et pour moi, un axe de recherche intéressant, ce serait de s'intéresser au dénombrement des patrons. Parce que moi, je vais présenter des algorithmes qui, à chaque fois, proposent une solution pour un objet. Mais pour tous les objets que je vous ai montrés, il existe de grands nombres de patrons différents, en fait. Même quand on prend des objets de petite taille, on a très vite beaucoup de patrons. Et donc, une hypothèse, ce serait qu'à chaque fois qu'on rajoute des cubes ou des faces à un objet, on a toujours le nombre de patrons qui augmente. Et si on arrive à prouver ça, ça voudrait dire que tous les objets sont dépliables. En revanche, peut-être qu'il y a des fois où on voit le nombre de patrons diminuer, et peut-être qu'en faisant ça, on arriverait à identifier certaines configurations qui viennent donc restreindre le nombre de patrons. Et peut-être que en combinant les configurations qui restreignent notre nombre de patrons, on pourrait trouver un objet avec un nombre réduit de patrons, voire avec aucun patron, et donc prouver qu'il existe des objets qui ne se déplient pas. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Donc, nous allons passer aux questions et en particulier, on va commencer par les rapporteurs. Alors, je vais commencer par celui qui est géographiquement le plus éloigné, en l'occurrence Franck. Oui, merci. Tout d'abord, félicitations Lydie pour ta présentation, ton travail de manière générale. Sur la présentation, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que tu avais un sujet technique, tu aurais pu rentrer plus dans des détails techniques et tu as préféré passer du temps, au lieu de parler de tous les détails techniques, sur bien expliquer sur des exemples comment fonctionnent les concepts principaux avec des très jolies animations. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était très clair. Donc, bravo. Je vais peut-être mettre ma caméra, comme ça tu me verras, ce sera peut-être plus, voilà, plus convivial. Au niveau du travail, j'ai trouvé que ton travail était très intéressant. Alors moi, je suis pas vraiment du domaine de la géométrie discrète, mais ça me parle quand même parce que il y a des concepts qui sont novateurs et qui peuvent éventuellement servir après, éventuellement au-delà de la géométrie discrète, notamment ce concept de briques. Dans d'autres cas que des cubes, je me demande si on pourrait pas l'étendre. Alors, ça peut faire l'objet d'ailleurs de ma première question. Je sais pas si tu as réfléchi à ça ou pas. Du coup, à étendre les briques à... Pour faire du dépliement, mais quand on a on va dire une surface qui n'est pas forcément digitalisée, donc qui soit, on va dire, numérisée ou approchée par un ensemble discret d'éléments, mais qui ne sont pas forcément des cubes.
Ok. Du coup, l'avantage des cubes, c'est que on passe plus facilement le plan avec les passes. Donc ça va être plus facile de savoir quand est-ce qu'on va avoir un chevauchement ou pas. Mais après, il y a assez peu de travaux actuellement sur des objets autres que les polyèdres orthogonaux ou les polyèdres convexes. Mais oui. Bah, c'est une question difficile. En fait, ce à quoi je pensais, c'était en fait, tu as des domaines où ta surface elle est représentée sous forme de, on va dire de manière simple, par des maillages, et tu ensuite approches le maillage par un ensemble d'éléments surfaciques plus simples comme des plans. Donc, tu as des espèces de polygones. Ta surface, elle est approchée par un ensemble de polygones, mais qui ne sont pas forcément des carrés, comme ce serait le cas avec une surface une surface digitalisée. Donc, tu pourrais avoir des choses un petit peu plus complexes, tu vois. Et donc, ton intérieur serait pas uniquement fait de cubes, mais de polyèdres un peu plus complexes. Donc, De toute je sais façon, pas si du coup dans le ça peut cas du servir. bâtiment, c'est vraiment la surface qui nous intéresse. Mm. Après, bien sûr, le problème, si la surface, ce sont des polygones quelconques, ça va forcément être plus difficile d'avoir des briques qui vont fonctionner puisqu'on ne connaît pas forcément les angles qui vont Oui, intervenir au niveau oui, des dépiments. pour le chevauchement, oui. Ok. Ok, bon, c'était juste une question un peu difficile, là, comme ça, qui m'est venue tout de suite. Sinon, j'avais une autre question. Alors, je commence du coup, je suis désolé, mais je vais commencer par les questions vraiment difficiles. En fait, quand j'ai lu ton manuscrit, ça m'a fait penser à quelque chose parce que tu t'intéresses beaucoup aux genres élevés, puisqu'il n'y a pas eu de travaux sur des genres au-delà de 2. Et bon, moi, j'ai pas fait de géométrie discrète, mais j'avais fait un peu de géométrie algorithmique et de topologie algorithmique. Et il y a quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais qui est quand même connu un petit peu quand on travaille sur des surfaces, qui s'appelle, alors il y a plusieurs noms, mais en particulier le schéma polygonal canonique. Et ça, c'est un système qui permet d'aplatir n'importe quelle surface au sens mathématique du terme, au sens topologique du terme, en la découpant. Donc, quel que soit le genre, si ton genre vaut G, tu peux découper de manière à avoir un 4G gone, donc un polygone à 4G côtés. Et du coup, je me suis demandé si ça, c'était pas quelque chose qui pourrait être utile pour ton problème de dépliement. Alors, il y a le problème du chevauchement, mais si tu arrives à découper selon des cubes, des arêtes, on va dire, bien choisis, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à regarder là-dedans. Est-ce que tu connais ce genre de concept? Est-ce que tu es allé regarder un peu des histoires sur la topologie des surfaces puisque tu t'intéresses au genre? Non, je n'ai pas tellement regardé. Mais effectivement, de toute façon, c'est ça, découper sur les arêtes bien choisies pour gérer les trous, de toute façon, c'est ça l'enjeu. Ok. Parce que pour dans l'histoire du schéma polygonal canonique, en fait, on décompose selon ce qu'on appelle des générateurs de groupes d'homologie, qui sont en fait des cycles fermés autour des trous. Donc ces cycles, tu peux les faire passer par où tu veux, mais en particulier par les arêtes. Après, il reste le problème du chevauchement, j'imagine, qui est assez complexe. Et toi, tu as une solution qui est constructive, qui garantit que tu n'as pas de chevauchement. Donc, ok, bon. Euh, je vais passer à d'autres questions peut-être moins, on va dire, moins éloignées. Euh, Au niveau de la complexité, est-ce que tu as une estimation de la complexité de tes algorithmes en fonction, par exemple, du genre? Donc, la complexité, combien d'opérations de dépliement tu dois faire en fonction du nombre du cube et du Alors, genre? euh, la plupart du temps, en fait, dans le domaine du détriment, au lieu de parler de complexité, on parle de raffinement. Donc, bien sûr, dans mon cas, il n'y a pas de raffinement. Et après, ce qu'on vient faire, c'est de toute façon, grosso modo, classer les faces une par une
Donc, on va avoir, ouais, on n'a pas vraiment besoin de calculer des choses. On n'a pas de gros calculs qui ne dépendent pas directement des phrases. Donc, a priori, Non, mais j'imagine que le nombre, si tu as plusieurs dépliements possibles pour un objet donné, tu vas peut-être. Est-ce que le nombre d'arêtes selon lesquelles tu déplies est le même ou pas? euh, alors, le nombre de plis sur le patron ou le nombre Oui, de découpes? les deux, en fait, peu importe. Le- Enfin, oui, les deux sont intéressants à regarder. alors, est-ce qu'on va toujours... Donc, par définition, si on coupe sur une arête où il y avait un pli, on n'aura pas besoin... Enfin, en fait, je pense que les deux vont s'équilibrer, puisque à chaque fois, soit on coupe sur une arête où il y avait un pli, soit on n'a pas découpé sur cette arête et il va falloir faire le pli. Euh, Il fait deux coupes par. Il fait deux coupes et par. après, autrement, en fait, c'est une question de raffinement. Ouais. Non, mais On en revient au toi, sur raffinement. une croix, chaque croix, mais chaque sommet de degré 6, tu fais deux découpes. Non, ça peut être plus, je pense. Si pour, enfin, alors, il y a au moins deux sommets pour lesquels ça peut être plus. Sinon, je prends l'exemple. Bon, on y est bientôt. C'est trop diapo. Là. Si on reprend ce sommet-là, comme ici on n'a qu'une seule face et qu'après on peut avoir que maximum 4 faces ensemble, il est au moins en 3 parties, ce sommet-là. Mais Et sinon, donc, au-delà de ces aspects nombre de plis ou de découpes, dans ton automate, euh, combien d'étapes tu dois faire en fait avant d'aboutir? Est-ce que c'est toujours. c'est une transition par brique, à part du coup la D'accord, première et la dernière brique qui sont de toute façon arbitraires. d'accord, d'accord. Bon, après, j'avais noté des petites questions un peu plus techniques, mais je sais pas si c'est vraiment le propos, c'est vraiment plus des points de détail. Tu n'en as pas parlé là parce que tu n'es pas rentré dans tous les détails, mais euh, dans le manuscrit, alors je reprends, dans mon exemplaire, c'est à la page 78, quand tu parles de dépliement des parallélépipoïdes, tu dis qu'il y a un autre type de brique quand tu déplies une ligne Mhm. que le type de brique que tu avais présenté avant, et je me demandais pourquoi le type de brique que tu avais présenté avant, il marche pas. Pourquoi tu peux pas Alors, réutiliser le même? ouais, c'est pas qui. Donc, c'est que. Alors, c'est dans quel cas exactement? euh, C'est quand tu déplies la croix d'une ligne intérieure. Quand je déplie la croix. Oui, c'est tout simplement le nombre de branches qui ne fonctionne pas avec les briques qu'on a avant. Bah si. Bah, si, c'est 6 branches. Non, je peux faire. J'arrive pas à voir dans quel contexte. Bah, si tu as le manuscrit sous les yeux, peut-être ça te parlera. Euh, C'est la section 4.5.4. Mais bon, sinon, c'est pas très grave. C'était vraiment un point de détail. euh, ouais, page 78, c'est ça? Oui, tout en bas. Alors, C'est 77. Oui. c'est la figure 4.20.
celle-là. Ouais, tu dis que tu utilises cette brique-là et pas celle que tu avais présentée avant. Et je me demandais juste pourquoi celle que tu présentais avant ne peut pas être utilisée. Ah, alors, du coup, je pense pas que. Est-ce que je dis qu'elle peut pas être utilisée? Parce que, en fait, c'est juste qu'on n'a pas fait les deux. Quand on n'avait pas toutes les briques, en fait, je crois, quand on a travaillé sur cet algorithme-là. On a juste choisi cette brique-là. Mais en l'occurrence, n'importe quelle brique qui, donc, qui commence par une croix, par une branche opposée à la dernière branche, fonctionnerait. D'accord. Donc, ouais, quand on regarde en annexe, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir 5 ou 6 au moins qui correspondent. Ok. Et du coup, sur cet aspect de dépliement des polycubes, euh, est-ce que tu peux résumer un peu qu'est-ce qui resterait à faire pour pouvoir déplier tout type de polycube? Quelles sont les choses qui sont encore limitantes actuellement? Et est-ce que tu as des pistes? Donc, voilà, en fait, actuellement, tout ce qu'on sait faire, c'est travailler sur des exemples. Euh, et donc voilà, c'est ce que je disais en perspective tout à l'heure. Pour moi, la meilleure piste actuellement, ce serait de trouver des configurations de faces. Donc, ce serait un très grand nombre de configurations de faces pour que ces configurations soient capables de paver la surface de n'importe quel objet. Et donc après, la grosse difficulté qui resterait une fois qu'on aurait réussi déjà à développer toutes ces différentes configurations, ce serait de réussir à s'assurer qu'il y aura toujours un parcours linéaire des différentes configurations de façon à pouvoir les assembler les unes avec les autres. D'accord. Après, il est aussi tout à fait possible que tous les polycubes soient dépliables, mais que on ne trouve pas un seul algorithme, un algorithme déterministe qui soit capable de tous les déplier. Ok. Et toi, d'un point de vue personnel, si tu dois continuer à travailler sur ce sujet, quelle serait la première chose que tu envisagerais de faire pour continuer? La chose qui te semble la plus prometteuse, par exemple. Moi, du coup, j'aurais plutôt envie de m'intéresser à la question d'abord, est-ce que tous les polycubes ont un dépliement plutôt que comment les déplier? D'accord. Pour moi, c'était quelque chose de plus prometteur, donc de regarder les dénombrements de patrons. D'accord. Et tu as commencé à regarder un peu ça là? Tu nous as montré le graphe où tu dénombres. J'ai commencé un tout petit peu, mais en fait, la croissance est vraiment exponentielle. Et donc, c'est difficile de calculer le nombre de patrons sur des objets un peu plus compliqués. Tout de suite, c'est très difficile d'obtenir des nombres exacts. Euh, et puis, en plus, pour les rares résultats qui existent dans la littérature, en fait, les gens, enfin, les auteurs ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'on veut compter exactement. Donc, les résultats qu'on Oui. obtient ne sont pas toujours exactement les mêmes non plus. Donc voilà, à ce niveau-là, enfin, ça a été pour ainsi dire pas du tout étudié jusqu'à maintenant. Donc pour le moment, il y a tout à faire. Ok. Et j'avais juste là, j'avais noté une petite question, juste par curiosité. Dans ta biblio, en fait, j'ai noté, ça, à part, je crois, un article, ça s'arrête en 2017. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas grand monde, plus personne qui travaille dessus au niveau international, ou Chaque année, il y a assez peu d'articles qui sortent. Après, il me semble que c'était en 2019, par exemple, il y a eu un algorithme pour déplier les orthotubes, mais non pas les orthotubes, les orthotries, les arbres orthogoniques. Mais en fait, ouais, pour moi, il n'était pas forcément suffisamment impactant pour que j'ai vraiment
une raison de l'ajouter à la bibliographie. Voilà, il n'y a pas énormément d'algorithmes qui sortent, et en plus, il y en a encore qui sortent donc sur les objets de genre nul, et comme c'était pas mon sujet principal. Ok. Très bien, merci. Bah, félicitations encore. Merci Franck. Donc on va passer au deuxième rapporteur, en l'occurrence Yukiko. Oui, peut-être ça sera mieux, vidéo aussi. Oui. D'abord, merci pour jolie présentation et félicitations. J'ai vraiment apprécié en fait avec toute l'animation, etc. Je pense que c'est vraiment agréable à regarder. Et puis ça aide vraiment, on comprend la concept brique, etc. Et puis à coller, etc. C'est vraiment très joli travail. Et je pense que en fait j'ai bien compris après la discussion avec Franck, entre toi et Franck. Donc en fait, il n'y a pas bon algorithme pour vérifier le déploiement pour toutes les polycubes. En fait, donc je prends plutôt, ouais. Donc tu t'intéresses plutôt pour analyser en fait le nombre de patrons, si je comprends bien, configurations différentes, etc. Et moi, en lisant en fait aussi, en regardant plusieurs images que tu as montrées dans la thèse, certains en fait, il est très long en fait. Et donc moi je pensais pour l'artiste, pour utiliser cette patron pour construire, en fait, c'est pas très économisé pour niveau papier. Et donc je me demandais, une fois tu sais que c'est dépliable, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour optimiser en fait la taille de papier ou quelque chose carré qui entre un peu tout, etc. Voilà. Ouais, alors, à ma connaissance, actuellement, il n'y a pas d'algorithme qui permettrait de déplacer les faces d'un patron existant pour venir obtenir un patron plus cassé, plus dense. Mais oui, c'est quelque chose auquel on avait commencé à s'intéresser à un moment, savoir si on avait le droit de déplacer une face, où est-ce qu'on pourrait la déplacer, et comment s'en servir pour obtenir un patron plus dense. Mais c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Bien sûr, ce ne sera pas possible avec nos algorithmes constructifs, puisqu'ils s'appuient sur le fait qu'on a un patron linéaire. Et donc même dans le cas des Menger parallélépipèdes, où on a quand même réussi à tasser un peu les choses, on a quand même une progression toujours dans le bon sens. Menger parallélépipède, juste pour rappeler, ça donne quelque chose comme ça. Donc ça, on a réussi à tasser un peu, mais voilà, ça prend encore énormément de place par rapport au nombre de faces utilisées. Après, en fait, une autre technique qu'on a utilisée donc, au tout début, où on faisait du déclinement et qui donne des résultats quand même plus denses, ça va être d'avoir un algorithme qui travaille par essai et erreur. Donc celui-là, il n'est pas constructif et on ne sait pas s'il va finir par trouver un résultat correct, mais tout simplement, il essaye de placer les faces autour des faces qui sont déjà placées. Et si jamais il tombe sur un moment où il n'est plus capable de placer aucune face parce que toutes les arêtes
sur lesquels il faudrait placer des faces, il y a déjà autre chose en face, donc on aurait forcément un chevauchement. On en déconstruit une partie pour essayer de le recoller ailleurs. Donc voilà, de façon aléatoire pour le moment, on a de meilleurs résultats donc, au niveau de l'utilisation de l'espace. D'accord, donc vous avez déjà essayé en fait. La meilleure solution qu'on a pour le moment, c'est la solution aléatoire en fait. Et après, autrement, dans la littérature, j'ai vu des optimisations au niveau du... non pas au niveau du nombre de plis, mais juste de savoir si l'objet pouvait se replier en utilisant un matériau solide. Mais par contre, optimiser l'espace, à ma connaissance, il n'y a rien eu de fait pour le moment. D'accord, ouais. Donc, mais bon, je pense que, évidemment, vous avez déjà regardé. Et je pense que parce que j'ai bien compris que le problème est assez difficile. Et ouais, je pense que j'ai pas beaucoup de questions en fait. Ouais, je pense que ouais, je pense que tu as bien répondu ma question. Et puis autre question j'ai eu, en fait, tu as déjà répondu pendant le précédent, donc je pense que je peux arrêter là. Ouais. Merci. Merci Yukiko. Donc on va continuer. Alors une fois n'est pas coutume, je vais me donner la parole avant de laisser les encadrants de thèse conclure, parce que j'ai aussi un certain nombre de questions et donc voilà, tant qu'on est sur la lancée, on va continuer. Alors bon, il y en a quelques-unes qui ont déjà été posées, mais il m'en reste. Alors, évidemment, il reste les plus dures, hein, comme d'habitude. Alors, on va aller peut-être de la plus simple à la plus dure, en ayant conscience que je ne demande pas forcément de nous répondre à chaque fois, parce que je ne sais pas répondre non plus, en fait. La première, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des conditions suffisantes, en tout cas en nombre important, qui permettent d'affirmer notamment la non-existence d'un patron? Des conditions sur votre objet, sur sa géométrie, sur sa topologie, sur les configurations qui font que vous pouvez affirmer que pour cet objet-là, il n'y a pas de patron. En tout cas, sous certaines hypothèses, notamment les hypothèses de non-raffinement. Donc la question, c'est juste, est-ce que je pense que tous les objets ont un patron? Et en particulier, s'il y a un moyen de prouver que tel objet n'a pas de patron. Alors, moi, effectivement, en voyant les nombres comment le nombre de patrons en fonction de la complexité de l'objet augmente, je pense que tous les objets, tous les polycubes ont un patron. Et dans le cas où ils n'auraient pas tous un patron, j'espère en tout cas qu'il y aurait des caractéristiques qui nous permettraient de reconnaître ces objets-là. Et pour moi, oui, parce que ce serait vraiment lié au degré des sommets élevés et peut-être je pense qu'on retrouverait certaines configurations effectivement dans ces objets. Plus probablement des combinaisons de configurations qui nous permettraient de connaître ces objets. D'accord. Alors, une autre question qui est là sur la construction des patrons et la régularité ou une forme de continuité qu'on peut avoir sur la construction des patrons. Imaginons que vous avez un objet, vous avez réussi à fabriquer un patron pour cet objet-là. Est-ce que partant de là, si on réalise une toute petite modification sur cet objet, à topologie constante par exemple, on rajoute un cube à un endroit, donc vraiment les deux objets sont presque
presque les mêmes à une petite variation près. Est-ce qu'il y a un moyen pour repartir du patron du premier objet et en le modifiant un tout petit peu, arriver au patron du deuxième objet? Alors, c'est une question sur laquelle j'ai travaillé un petit peu. Donc, il n'y a pas de... Alors, sur des objets simples, ça fonctionne très bien. On prend le patron d'un cube, on y accole un deuxième cube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le patron du premier cube et on va venir l'assembler autour du patron du cube qu'on a rajouté après, par exemple. Là, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que, en fait, rajouter un cube à chaque fois, ça va nous permettre, sans problème, de nous assurer qu'il n'y aura pas de, de chevauchements locaux. Par contre, après, quand on a un patron qui est déjà beaucoup plus compliqué, peut-être qu'à un endroit, on a deux faces qui sont côte à côte et qui, en fait, se rejoignent par contre par un chemin très très éloigné. Peut-être qu'on va déplacer juste, en rajoutant notre cube, on va déplacer donc ces deux chemins. On va peut-être juste les déplacer de façon à ce que les deux faces elles se chevauchent. Et ça, on n'a pas de moyen de montrer que ce ne sera pas le cas. Il n'y a pas des mécanismes, je sais pas, avec des espèces de classes de type groupe où on peut éventuellement casser le patron en deux, le recoller par deux autres morceaux, et libérer de la place, enfin, des structures un petit peu régulières comme ça dans les patrons qui seraient utilisables. C'est-à-dire le patron, on l'a fait comme ça, on pourrait finalement couper à un autre endroit, et ça reviendra à découper le patron en deux, puis le recoller par un autre endroit et libérer de la place à l'endroit où on va. C'est toujours pareil, en fait, c'est très difficile de s'assurer, à part l'endroit où on colle, tous les endroits qui vont être plus éloignés, ça va être très difficile de s'assurer qu'il n'y aura pas de chevauchement entre eux, parce qu'en fait, on n'a pas de contrôle sur la structure éloignée des endroits pour venir. Et alors, une question qui est peut-être liée, mais alors là, c'est vraiment une question ouverte, hein, c'est finalement la définition de ces patrons, ça revient d'une certaine façon à prendre le bord de notre objet, qui est une variété, et puis de le découper pour l'aplatir, c'est-à-dire fabriquer un bord. Et donc, finalement, enfin, sauf si je me trompe, la création de ce bord, ça revient dans l'espace de cette variété à définir un arbre. Une structure qui est connexe en cycle, si je ne dis pas de bêtises. Il peut y avoir des cycles, notamment. Si tu veux bien, voilà. Là, je vois qu'on a ces structures. Enfin, c'est petit, mais c'est. Non, comme ça, c'est un peu. Peut-être. Voilà. Ici, on a un cycle. Mais on n'a pas. Alors, dans les patrons que nous on fait, on n'a pas de cycle autre que ceux qui existent en fait sur le enfin, qui ici sont évidents sur l'objet. Alors pour revenir juste sur l'exemple qui est ici, donc, sur cet objet-là, quand cet objet-là il a été fait à partir d'un patron généré aléatoirement. Et en fait, quand j'ai découpé les patrons, je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit où il y avait un trou. C'est un des angles de la casquette. Le patron fait un cycle, et pourtant, il n'y a pas de trou dans l'objet. D'accord. Donc voilà, ça arrive qu'on trouve des... Voilà, parce que je me posais la question de savoir si justement la construction de ces patrons, ça pouvait pas être lié d'une façon ou d'une autre à la construction d'un arbre plus grand de poids minimum ou autre, à quelque chose qui puisse s'optimiser d'une certaine façon, qui puisse guider le processus. C'est effectivement des idées qu'on a toujours envie de développer, le fait que ça ressemble beaucoup à un arbre, peut-être qu'en essayant à chaque fois de minimiser la taille des chemins, on minimise les chevauchements, mais dans le meilleur des cas, ça va être minimiser les chevauchements, ça va être des statistiques et je ne vois pas comment, à partir de là, on pourrait avoir une preuve de non-chevauchement. Parce que quand on a un arbre, on n'a aucune idée de la géométrie qui est derrière. Et justement, vous aviez regardé en perspective là, sur les patrons pour des tout petits objets faciles. Est-ce que justement, en regardant sur des patrons où il n'y a pas une combinatoire encore trop explosive, vous avez pu observer des invariants, des structures régulières, qui feraient qu'on pourrait structurer ces patrons avec un certain nombre de règles
et peut-être s'inspirer de ces règles-là pour ensuite travailler sur les patrons des objets plus complexes. Non, non, j'arrive pas à avoir de structure effectivement qui ressortirait, surtout que quand, voilà, quand on crée un patron aléatoirement sur un objet compliqué, il me semble qu'au début j'ai vu le patron du Mario. Donc quand on le regarde comme ça, c'est vraiment un tas de faces, quoi. Non, mais là, il est tout seul. Enfin, on pourrait imaginer quand on regarde l'ensemble des patrons dans leur globalité, on retrouve des structures, une forme de régularité ou un certain nombre de règles qui pourraient organiser les patrons les uns par rapport aux autres. Alors, on a envie de croire que c'est pas complètement chaotique, en fait, cette histoire de patron, sinon c'est vrai que c'est un petit peu sans espoir pour résoudre le problème de manière générale. Et donc, vous n'avez pas d'idée justement sur des pistes pour structurer cet espace de patron. Après, on peut, enfin, c'est ça, on peut toujours essayer de parcourir la surface de la façon la plus linéaire possible, enfin, en utilisant le plus possible un seul chemin, quoi. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un patron étendu comme on l'a. Et je pense que sur tous les petits exemples, c'était possible d'avoir un patron qui soit quasiment sur une ligne. Et juste pour te donner un exemple, quand tu prends un cube, tous les arbres, c'est des patrons. Tu prends 2 cubes, je crois que c'est vrai aussi. À partir de 3, tu commences à avoir des chevauchements. 3 cubes alignés, et c'est curieux, ça fait des cycles. Alors que spontanément, on aurait presque envie de dire 3 cubes alignés, comment est-ce que je fais un cycle? Bah oui, c'est possible. C'est ça, au début, on ne l'avait pas trouvé. On ne comprenait pas pourquoi il manquait des patrons par rapport les arbres. Donc c'est assez vite le bazar. D'accord. Et alors une dernière question, mais là c'est la beauté de la question. Vous résolvez le problème, enfin, vous traitez le problème donc, du dépliement d'objets 3D, donc de dépliement de surface 2D dans R2 ou dans Z2. Est-ce qu'on peut imaginer de faire la même chose en dimension 3 par exemple, c'est-à-dire avoir des objets composés d'hypercubes et tenter de regarder des objets qui ont un bord qui est une variété 3D et tenter justement de déplier cette variété 3D dans R3 ou dans Z3. Passer à la dimension supérieure, passer ce problème-là en dimension immédiatement supérieure. Prendre un hypercube et voilà, des objets de dimension 4 dont on déplie le bord en dimension 3. Du coup, il y a le patron d'un cube de dimension 4 qui existe déjà. Donc à partir de là, je pense que c'est possible. Mais de tête, c'est un problème beaucoup plus compliqué. Et comme on a déjà du mal à trouver en fait des règles pour passer de la dimension 3 à la dimension 2. Moi, je pose la question parce qu'on se dit toujours c'est plus compliqué, mais d'une certaine façon, l'espace de dépliement est plus grand. Et peut-être effectivement que ce serait plus facile de trouver des règles dans cet espace-là. Par contre, il faut réussir à y réfléchir. Il n'y a pas de littérature sur le sujet? Moi, tout ce que j'ai vu, c'est le patron d'hypercube. J'en ai pas vu d'autres. Okay. Bon, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas pour les réponses à ces questions. Donc pour conclure cette séance, je vais donner la parole aux encadrants. Alors en général, on termine par le directeur, donc je vais commencer par Gaëlle. Alors, moi, je voulais féliciter Lydie pour sa... Faut que je me rapproche du micro. Donc, je voulais féliciter Lydie pour sa thèse et sa super présentation. Et souligner que le travail était très agréable avec toi pendant ces années. Que c'était vraiment très stimulant intellectuellement. Tu as toujours plein d'idées et prête à les défendre aussi avec raison. Donc c'était très très bien, donc, toutes mes félicitations et bon courage pour la suite. Merci Gaël, donc on termine par Eric. Ouais, alors moi, pareil, hein, je ne vais pas poser de questions évidemment. Merci Lydie pour ces années de travail. Alors,
très, très belle présentation. Je pense qu'on est vraiment content. Je pense que les idées, souvent assez complexes, hein, on a passé du temps et le nombre de fois où tu es venu dans le bureau pour nous dire que les idées qu'on avait eues les uns les autres, c'était n'importe quoi et que c'était parce que le patron, il tourne à gauche et pas à droite. Ce qui, effectivement, pour moi, est particulièrement compliqué parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Donc voilà, on est content. C'est aussi un travail qui a commencé il y a un certain nombre d'années par des rencontres avec Aurélie qui est là dans la salle sur des questions un peu voilà. On a un artiste qui fait des dépliements à la main. Est-ce qu'on peut automatiser ça? Alors ça c'est le côté On s'est dit super facile. C'est facile, tranquille, mais non, t'inquiète Aurélie, nous on sait faire, on va te montrer ça, et puis on se retrouve 4-5 ans plus tard en se disant, bah en fait on sait pas trop faire, on sait faire dans un certain nombre de cas, mais pas de manière générale, donc voilà, ça nous a amené dans un domaine qu'on ne connaissait pas nous-mêmes, donc là il y a un gros travail de défrichement, hein, parce que c'est quand même toi qui as regardé toute la bibliographie, qui a regardé tous les papiers pour essayer de les comprendre. Et Dieu sait qu'en géo-algo, parfois les papiers sont écrits de manière particulière. Donc voilà, vraiment un gros travail et je voulais te féliciter pour être arrivé jusqu'à ce jour à cette belle présentation. Merci Gaël, merci Eric. Donc on va s'arrêter pour la séance de questions. Le jury va maintenant délibérer. Donc Alors on va changer de salon. On va changer de salon, d'accord. Donc les gens connectés peuvent rester connectés, c'est ça? Ouais. Alors ils vont rester connectés. Je vais tout couper. Et ce qu'on va peut-être faire, alors Gaël, attends, toi je te l'ai pas envoyé. Tu vas venir sur mon, voilà. Sur mon salon personnel. Et pendant ce temps, on va aller les autres, il faut juste que je coupe tous les micros. Voilà, donc on va vous abandonner un certain temps, le temps des délibérations, puis on reviendra évidemment sur le salon courant pour la délibération finale. Voilà, pour la déclaration et pour savoir si on accorde ou pas ce genre de choses. Bon, à tout à l'heure. Donc ne partez pas. On va couper la partie micro et vidéo et puis on vous retrouvera d'ici un petit bout de temps puisqu'il y en a un rapport à rédiger, donc ça prend, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Merci. Voilà. Alors, donc comme d'habitude, il y a un petit texte qu'on prépare, le rapport de finance qui sera finalisé, donc j'utilise comme base pour vous faire le retour aujourd'hui. Alors, vous avez présenté vos travaux de manière claire et avec aisance. Vous appuyant sur un support didactique et très bien illustré, vous avez fait le choix de focaliser votre discours sur une sélection de vos travaux et résultats. Vous avez décrit à un niveau de technicité bien adapté à une présentation orale. La nature de vos travaux, s'attaquant par étapes de plus en plus complexes à un problème clair, a donné lieu à une séance de questions riches et balayant un spectre scientifique large. Dans ce contexte, vous avez montré votre maîtrise du sujet,
et votre capacité à formuler des pistes de recherche. Pour toutes ces raisons, le jury vous décerne unanimement le grade, le titre de docteur de l'Université de Poitiers. Toutes nos félicitations. Félicitations. Donc là, c'est à vous de faire votre discours. Très bien. Donc, j'ai pas prévu de discours très long, surtout en ne voyant pas les gens qui m'écoutent, je trouve pas ça très inspirant. Mais je tiens quand même à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenu d'une façon ou d'une autre pendant ces 4 années. Selon les personnes, ça a été de façon qui m'ont soutenu et chacun de ces soutiens est important pour moi. Merci. Et j'organise des contenus. Il faut peut-être qu'on réussira à se regrouper plus ou moins si on est déconfiné un jour. Enfin, faire un peu pour les équipes. En tout cas, bravo et félicitations. Félicitations, docteur. Félicitations. Voilà. Vous pouvez parler si vous voulez, hein, ceux qui sont là. Alors, attendez, est-ce que je peux... mettre le son pour toi. En tout cas, tu as plein de félicitations sur le chat. Si tu veux, je te laisse quelques minutes. Merci Yukiko et merci Franck. Malheureusement, il n'y aura pas le pot là. Avec Nicolas, lui, il aura droit à une petite vendange tardive ce soir à la maison. Et pour vous, on pensera bien fort à vous. Et merci d'avoir accepté de rapporter. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer et de travailler à l'occasion ensemble. J'espère. Bah, c'était avec plaisir. Félicitations encore à Lydie et bonne continuation à tout le monde. Merci. Félicitations Lydie. Et merci Eric. Bon, allez, à très bientôt Yukiko et à très bientôt tout le monde.